Qui a monté le coup? Je veux savoir la vérité. Tout le monde se demande qui se cache derrière. N'importe qui peut monter un coup. Le rôle du cerveau de la bande ne s'arrête pas à ça. Son rôle consiste avant toute chose à s'en sortir en toute impunité. C'est là qu'on voit tout son génie. Le cerveau de la bande, c'est toujours le même genre d'homme. C'est l'archétype du bon vieux vendeur de voitures qui est prêt à tout pour vous arnaquer. Il est arrogant et très sûr de lui. Il est très intelligent. C'est un escroc. Un sociopathe. C'est une mauvaise personne. On n'a aucune piste et de nombreuses théories sont possibles. Cet assassinat a un rapport avec les cartes téléphoniques. Ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'il est le domestique d'un chèque. Il y a forcément un lien avec les pièces d'or. Même dans un film, ça paraîtrait absurde. Vous êtes en état d'arrestation. Pour meurtre? Oui. Alors là? Nous disposons de suffisamment de preuves. Il reste une question. Le 16 avril 2004, en début de soirée, le fils de Dennis Wood contacte la police du comté de Ventura. Ça fait 2 semaines qu'il est sans nouvelles de son père, qui a 71 ans. Quand les agents arrivent au domicile de Dennis Wood, sa voiture est garée dans l'allée. Elle est couverte de poussière. Elle n'a pas dû rouler depuis un moment. Il y a aussi plusieurs journaux par terre. Ils n'ont visiblement pas été récupérés depuis 2 semaines. Les agents frappent à la porte. Personne ne répond. La porte n'est pas verrouillée, mais impossible de l'ouvrir. Elle est bloquée de l'intérieur. À l'arrière de la maison, la porte coulissante est entrouverte, mais verrouillée de l'intérieur. Les agents percent un trou dans la serrure et parviennent à l'ouvrir. Dans la maison, tout est en désordre. Il y a des centaines de feuilles volantes, de dossiers et de carnets éparpillés dans toutes les pièces. Il y en a tellement qu'on se croirait chez un savant fou. Il y en a dans la cuisine, dans le bureau, dans le salon et dans la voiture. Même les 3 chambres de l'étage sont remplies de dossiers. Mais rien ne semble avoir été dérobé. Il y a une forte odeur dans la maison, une odeur similaire à de la viande qu'on aurait laissé pourrir dans le réfrigérateur. Les agents se dirigent vers le vestibule et tombent sur le corps de Dennis Wood, devant la porte d'entrée. Ils aperçoivent 2 douilles de calibre 22 mm à proximité de la tête de Dennis, et une 3e qui baigne dans son sang. Il a reçu 3 balles, une dans la poitrine et 2 dans la tête. Ça correspond plus à un assassinat qu'à un meurtre. Dans toute affaire d'homicide, on se renseigne sur la victime et son entourage. Quand mon grand-père est retrouvé mort chez lui, j'ai 23 ans. Il a grandi dans l'État de New York et quand il était petit, sa maison a été frappée par la foudre. Elle a transpercé le toit. Il a été électrocuté dans son lit. Après cet accident, il a dû porter des lunettes de vue aux verres très épais. On aurait dit des verres à eau. Mon père et mon grand-père étaient très proches.
Ensemble, ils se faisaient des restos, des ciné, des parties de baseball. Mon grand-père était un homme brillant. Il était consultant au département de la Défense. Il organisait entre autres des séminaires d'informatique dans tout le pays. À chaque fois que j'allais chez lui, il avait les ordinateurs dernier cri. Je ne comprenais rien à cette nouvelle technologie. Pendant des années, il a été un père pour moi. Il a toujours été très protecteur. Quand il estimait que ma mère était trop sévère avec moi, il prenait ma défense. Je me souviens que quand je n'arrivais pas à terminer mon assiette de haricots, il les mettait discrètement dans la sienne en me disant « Chut ». On a toujours été très proches. Il ne s'arrêtait jamais de réfléchir, tellement il était intelligent. Il faisait des tas de recherches sur des sujets différents. Il voulait écrire un livre. Il me semble qu'il avait trouvé une manière de déchiffrer une espèce de code dans la Bible. Ses recherches étaient trop floues pour moi. Son livre était dans la même veine que Da Vinci Code. Il avait trouvé dans la Bible plusieurs messages codés qui permettaient, selon lui, de prédire l'avenir. Son objectif était de démontrer que la Bible contenait des algorithmes et des messages secrets. Aux yeux de tous, Dennis était un homme brillant. Mais dans les années 90, il est victime d'un grave accident de voiture. Il subit notamment des lésions cérébrales qui affectent sa mémoire à court terme. Son corps se remet de ses blessures, mais pas son cerveau. Il n'est plus en état de faire certaines choses, enseigner notamment. Cet accident bouleverse sa vie. C'est tellement triste. Le pauvre. Il a tout perdu. Mes parents se retrouvent sans revenus. Ils se lancent alors dans différents projets. Ils commencent par vendre des t-shirts, des parfums, puis des cartes téléphoniques prépayées. Ces cartes disposent d'un certain nombre d'unités. On s'en sert dans des cabines téléphoniques ou chez soi. Elles permettent d'appeler à l'international à bas prix. Les appels passés grâce à ces cartes sont moins chers que depuis un téléphone portable. Elles ont beaucoup de succès en Californie auprès des communautés mexicaines. À l'époque, Dennis achète ces cartes en gros pour les revendre ensuite. Il fait le tour des supérettes et des marchés, le coffre rempli de cartes téléphoniques. Et il en tire des bénéfices. Il en revend dans plusieurs commerces autour de chez lui, du petit supermarché à la station-service. Mais étant donné qu'il a des pertes de mémoire à court terme, il note systématiquement ses transactions pour tenir ses comptes à jour. Il garde une trace de chaque opération qu'il effectue. En 2004, les téléphones fixes commencent à disparaître au profit des téléphones portables. Les cartes téléphoniques sont de moins en moins utiles. Pour Dennis, les affaires vont mal. D'autant que 2 ans plus tôt, il perd sa femme. En décembre 2002, ma mère se fait opérer du cœur. Elle n'y survit pas. Pardon. Mon grand-père a beaucoup de mal à se remettre de son décès. Il s'aimait plus que tout. Il est anéanti. Elle l'a toujours aidé à se relever et à avancer. Et maintenant qu'elle n'est plus là, il est désemparé. Sans elle, il est complètement perdu.
Quand je regarde les photos de chez lui, j'y vois la maison d'un homme seul et déprimé, qui vit avec un sentiment d'urgence, parce qu'il est au bord de la ruine. Lui qui se remet à peine de la perte de sa femme doit être terrorisé à l'idée de perdre aussi sa maison. Et quelques mois plus tard, il est assassiné. Son décès est très brutal, surtout dans ces circonstances. Ce genre de choses ne devrait jamais arriver. Personne ne mérite ça. C'est impensable. On lui a tiré dans la tête, à plusieurs reprises. Le médecin légiste estime que sa mort remonte à 2 semaines environ. Dennis est allongé face contre terre et dans un état de décomposition avancé. Sa peau est toute noire. Sa tête et son torse gisent dans une mare de sang. Il s'agit clairement d'un être humain, mais Dennis est méconnaissable. La scène est invraisemblable. Les enquêteurs ont du mal à comprendre ce qu'il a pu se passer. Comme rien n'a été dérobé, il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné. Et quand on tire 2 balles dans la tête d'un homme et une autre dans sa poitrine, l'intention est clairement de le tuer. Mon père est convaincu que cet assassinat a un rapport avec les cartes téléphoniques. Les enquêteurs ne voient pas de lien entre la manière dont il a été tué et son activité de simple vendeur de cartes prépayées. Ses bénéfices ne sont pas énormes. Il n'a jamais réalisé de transactions à plusieurs milliers de dollars, qui auraient pu justifier une éventuelle mise à mort. Par où commencer une enquête quand on n'a aucun indice? Les enquêteurs découvrent qu'après le décès de sa femme en décembre 2002, il hypothèque sa maison pour obtenir un prêt de 100 000 dollars, qu'il compte investir dans un nouveau projet professionnel. Le jour de la découverte du corps de Dennis, les enquêteurs allument son ordinateur. La session encore ouverte affiche la page d'un site d'achat et de revente d'or. Dennis a visiblement acheté 2 pièces d'or de collection pour 40 000 dollars. La maison est passée au peigne fin, mais il n'y a aucune trace de ces pièces. Il y a forcément un lien avec les pièces d'or. Les enquêteurs passent plusieurs mois à chercher ces pièces de collection que Dennis a bel et bien achetées 40 000 dollars à une boutique spécialisée. Il ne s'agit pas d'un achat compulsif que Dennis aurait pu effectuer après avoir vu une publicité à la télévision, mais d'un investissement tout à fait légitime. Il espère pouvoir en tirer des bénéfices, tôt ou tard. C'est affolant. Je ne sais pas à qui il a pu aller raconter qu'il venait d'acheter ces 2 pièces d'or de collection, mais ça lui a coûté la vie. Tout ça pour 40 000 dollars. Pardon. Au bout de plusieurs mois, on comprend que Dennis Wood n'a jamais eu en sa possession ces pièces qui pourtant lui appartenaient. C'est le commissionnaire lui-même qui nous confirme que les pièces d'or n'ont pas quitté leur coffre-fort à Las Vegas. Elles n'ont jamais été transmises à Dennis. La boutique avait l'intention de lui livrer les pièces d'or, mais elle n'a pas eu le temps de le faire avant sa mort. Ces pièces n'ont rien à voir là-dedans. Les enquêteurs tentent de suivre différentes pistes, mais aucune n'indique une raison valable d'assassiner Dennis Wood. À cette époque, les caméras de surveillance ne sont pas très répandues. Le quartier où vit mon grand-père est une voie sans issue, et personne n'a rien entendu.
En juillet 2004, mon père tombe sur un document sur lequel est collé un pense-bête. Il le faxe tout de suite aux enquêteurs. Ce document fait référence aux pièces d'or que Dennis a l'intention d'acheter. Mais il contient des annotations étranges. L'une d'elles fait état de 28 500 $ que Dennis a prêté à un ami qui n'est pas nommé. Une autre fait référence à 4 fois quelque chose. Et sur la dernière, Dennis semble reprocher à cet ami de ne pas respecter un certain programme mis en place. Mais ce document ne prouve rien. On n'en retire aucune information. L'affaire est au point mort. Et très vite, mon père apprend qu'il est atteint d'un myélome multiple. Il a le corps brisé. Il n'est plus capable de tenir debout. Mais il a beau se battre contre sa maladie, il ne cesse de chercher qui a bien pu tuer mon grand-père. Ce meurtre l'affecte énormément. Ça l'anéantit. Sa vie ne tourne plus qu'autour de ça. Et en avril 2010, mon père décède. Deux ans après le meurtre, le dossier n'est toujours pas classé, mais l'enquête n'a pas beaucoup avancé. Jusqu'à ce fameux coup de fil. Le labo m'appelle pour me prévenir que l'arme du crime a été retrouvée à Los Angeles. La police scientifique avait entré dans sa base de données nationale les 3 douilles qu'on avait trouvées sur la scène du crime. Et c'est en 2006 que la police de Los Angeles saisit une arme qui, d'après les analyses balistiques, utilise des douilles identiques à celles qu'on avait retrouvées. C'est une bonne nouvelle pour notre enquête. L'arme est un pistolet de calibre 22 mm. Regardez, c'est ce modèle-là. Les balles logées dans le corps de Dennis sont du même calibre. À Los Angeles, un mineur vient d'être arrêté pour possession d'armes à feu. Il s'appelle Tylen Merriweather et fait partie d'un gang. Il a à peine 17 ans. Mais ça coince à 2 niveaux. Premièrement, parce qu'entre le domicile de Dennis Wood et l'endroit où s'est retrouvée cette arme, il y a 100 km. Comment a-t-elle pu se retrouver à Los Angeles entre les mains d'un gangster? Et deuxièmement, pourquoi d'un gangster mineur? Au cours de son interrogatoire, il affirme ne pas s'être rendu à Moore Park ce jour-là et n'y avoir commis aucun délit. Il n'a aucun contact dans le comté de Ventura et n'y a même jamais mis les pieds. Il n'a aucun lien avec Dennis Wood. Il se montre très coopératif. Il accepte qu'on le perquisitionne, mais on ne trouve rien en lien avec Dennis. Personne ne comprend comment cette arme s'est retrouvée entre ses mains. On lui demande comment il s'est procuré ce pistolet. Il explique qu'il l'a acheté 125 $ en liquide à une camarade du lycée dont il ne se rappelle plus du nom. C'est crédible d'après vous? Oui, complètement. Ce genre de choses arrive très souvent. Une arme à feu, ça a de la valeur. S'en débarrasser revient à jeter de l'argent par les fenêtres. Il n'est pas rare que le membre d'un gang revende une arme, sans dire à l'acheteur à quoi elle a servi auparavant. Et dans les 2 années qui ont suivi le meurtre de Dennis, cette arme a pu passer de main en main. Son histoire est crédible. On croit ses déclarations sur parole. On l'écarte très vite de tout soupçon. Quand j'apprends qu'un individu a été appréhendé avec cette arme, mais qu'il s'avère l'avoir achetée sans qu'il y ait le moindre lien avec mon grand-père, ça me met un coup au moral. Il y a ensuite un nouveau rebondissement dans l'enquête. 2 ans et demi plus tard, on découvre un autre corps à Los Angeles, après celui de Dennis. Le 1er décembre 2006, une enquête pour homicide est ouverte dans les quartiers sud de Los Angeles.
Jesse est le dirigeant d'une fabrique d'ameublement. Les affaires marchent fort, jusqu'à ce que la concurrence avec le marché chinois, qui propose des meubles à bas prix, le contraigne à fermer son entreprise. Il est complètement ruiné. Son corps est découvert dans son pick-up en position assise. Il est avachi sur le volant. Il s'est pris 3 balles dans la tête et a été poignardé à 6 reprises dans la poitrine. À leur arrivée, les enquêteurs relèvent une trace de sang sur la carrosserie du véhicule. Il se retrouve très vite sur la piste de 2 meurtriers. Alex Bracamonte est l'auteur des coups de couteau. Il s'est blessé avec son arme à l'intérieur du véhicule. C'est ce qui permet de le relier à la scène du crime. Au cours de son interrogatoire, il affirme l'implication d'un certain Raúl Vázquez. Pour simplifier les choses, disons que Raúl Vázquez est en quelque sorte le beau-fils d'Alex Bracamonte. Raúl finit par avouer que c'est bien lui qui a appuyé sur la détente et qui a tué Jesse. Raúl fait très négligé. Et si je peux me permettre, ce n'est pas une lumière. Quant à Alex Bracamonte, il était ami avec Jesse. Depuis plusieurs mois, ils avaient un accord. Il faisait le veilleur de nuit dans la fabrique de meubles de Jesse en échange d'un endroit où dormir. Ni Raúl ni Alex n'ont l'air d'avoir un mobile apparent dans cette affaire. Avec mon coéquipier, on est persuadé que le meurtre de Jesse a été orchestré non pas par 2 individus, mais par 3. On se renseigne davantage sur Jesse et on découvre qu'il s'est délesté de plusieurs centaines de milliers de dollars. Grâce aux déclarations de M. Vázquez et de M. Bracamonte, ainsi que celles de plusieurs témoins qu'on interroge dans le cadre de cette affaire, on parvient rapidement à se mettre sur la piste d'un certain Tony, dont le vrai nom est Antoine Némé. Antoine Némé est né au Liban. En 1976, il part avec sa femme et ses enfants en Arabie Saoudite. Il est le domestique d'un cheikh pendant 10 ans. En 1986, sa petite famille et lui parviennent à émigrer aux États-Unis. Ils s'installent tous les 4 en Californie, où Antoine rachète une station-service. Parvenir à quitter le Liban dans les années 70 pour s'installer en Arabie Saoudite et faire ensuite émigrer toute sa famille aux États-Unis et y acquérir la nationalité, ça demande beaucoup d'intelligence et de motivation. Sachant qu'Antoine Némé est un sacré manipulateur. Cet homme, pour moi, c'est l'archétype du bon vieux vendeur de voitures, qui est prêt à tout pour vous arnaquer. Au cours de nos interrogatoires, on apprend qu'il gère différentes entreprises en même temps. Une qui vend des meubles en Angleterre et une autre qui produit du blé au Mexique pour le revendre à l'Égypte. Il fait aussi dans l'arnaque à l'héritage. Il prétend qu'un ami à lui est décédé à Londres sans aucun héritier. Et il demande à l'entourage de cet ami de lui présenter des documents officiels attestant qu'ils ont bel et bien un lien de parenté avec lui s'ils veulent pouvoir hériter de sa propriété. Pour en revenir à notre enquête, on se demande si Jesse a pu être impliqué de près ou de loin dans l'un des business d'Antoine. On convoque donc M. Némé pour un interrogatoire. Vous connaissez Jesse depuis quand? On s'est rencontrés il y a 1 an et 3 mois. Est-ce que vous avez fait des affaires ensemble? Oui, on s'est associés dans plusieurs business. Il affirme qu'il connaît bien Jesse et qu'il l'apprécie. Vous êtes amis? C'est mon meilleur ami. C'est même un frère pour moi. Vous savez ce qu'il a fait de l'argent qu'il a obtenu contre l'hypothèque de sa maison? Pas du tout. Vous n'avez pas une petite idée, vous qui êtes son ami? Non, aucune. Antoine n'en démord pas.
Si j'apprends quoi que ce soit qui peut vous être utile, je viendrai tout de suite vous informer. Vous pouvez me croire. D'accord, entendu. Pour ce qui est du meurtre de Jesse, mon coéquipier et moi disposons de suffisamment de preuves pour incriminer les deux tueurs. En revanche, nous ne trouvons aucun élément nous permettant d'impliquer une troisième personne qui aurait orchestré son assassinat. Alex Bracamonte et Raúl Vázquez sont condamnés. Et pendant le procès, Raúl Vázquez donne plusieurs informations dans l'espoir d'obtenir les faveurs de la cour. Il explique notamment qu'il a servi de chauffeur à Alex Bracamonte le jour où il est allé commettre un autre meurtre dans le comté de Ventura. Un policier de Los Angeles m'appelle pour me dire qu'un nouveau détenu a des informations sur un meurtre qui a eu lieu à Moore Park. Je lui demande donc de faire dessiner à ce prétendu informateur un plan de la maison et de la rue où elle se trouve. Il me rappelle quelques heures plus tard et me confirme que tout correspond. C'est bien la maison de Dennis Wood. Le lendemain, je prends la route pour Los Angeles et j'interroge Raúl Vázquez. Tout se passe bien. On est assis face à face. Raúl lui explique que ce fameux jour, il a transporté deux hommes dans sa voiture, Alex Bracamonte et Antoine Némé. Il mentionne même le véhicule couvert de poussière. Il affirme être resté dans sa voiture pendant que les deux hommes sont allés frapper à la porte et que c'est Alex Bracamonte qui a tiré, avec une arme qu'il avait cachée dans un carton. Je demande au labo de réexaminer les balles qu'on a trouvées sur la scène du crime. La deuxième expertise balistique révèle un élément intéressant. Il y a du papier brun sur les balles. C'est un détail capital qui permet de confirmer la véracité des déclarations de M. Raúl Vázquez. Raúl explique également que le mobile du crime est d'ordre financier, mais qu'il n'en connaît pas précisément la nature. Les enquêteurs se concentrent donc sur Antoine Némé. Ils étudient de plus près la station-service qu'il a achetée, dans la ville d'Ojai. Plusieurs articles y sont vendus, notamment des cartes téléphoniques prépayées. Dennis Wood a méticuleusement noté la liste de toutes les personnes et de tous les commerces à qui il a revendu ses cartes téléphoniques. Et dans cette liste, classée par zone géographique, un seul commerce est indiqué, sous la ville d'Ojai, la station-service d'Antoine. Il s'avère que le mois précédant sa mort, Dennis a échangé plusieurs coups de fil avec Antoine Némé. Et l'après-midi du 31 mars 2004, soit la veille de son meurtre, il lui a téléphoné 2 fois, d'intervalle à peine. Mais il y a un problème. Les enquêteurs n'ont pas d'éléments incriminants. Rien ne prouve qu'Antoine Némé a commandité le meurtre de Dennis Wood. Moi-même, je ne comprends pas pourquoi il l'aurait fait assassiner. La poursuite de cette affaire repose intégralement sur les déclarations de Raúl Vázquez. Et on ne peut pas laisser de place au doute. Je vais l'interroger une deuxième fois. Mais ça ne se passe pas comme prévu. Cette fois-ci, Raúl change sa version des faits. Il confirme que c'est bien Alex Bracamonte qui a tiré sur Dennis à travers une boîte en carton, mais qu'il est le seul à se présenter à sa porte. Il n'implique plus du tout Antoine Némé cette fois-ci. On ne sait pas pourquoi il change sa version des faits, mais il est clair qu'il cache quelque chose. Ce n'est pas un problème de mémoire.
On ne sait pas vraiment comment procéder. On s'interroge. Cette nouvelle version change absolument tout. L'enquête redémarre à zéro. En avril 2023, l'enquête est confiée au pôle des affaires non élucidées du comté de Ventura. Les deux enquêteurs qui s'en occupent désormais sont Gerardo Cruz et Eric Hernandez. Ils passent en revue les photos de la scène du crime et celles du véhicule de Dennis Wood, qui ont été prises le jour même. À l'intérieur de la voiture, au pied du siège passager, on peut voir un carton dans lequel se trouvent plusieurs dossiers. Visiblement, Dennis ne partait pas travailler avec un porte-document, mais avec un carton. Les enquêteurs se penchent alors sur ces dossiers, qui n'ont pas été réexaminés depuis leur mise sous scellé en 2004. Ils ouvrent le premier de la pile, et c'est ce qui permettra de résoudre l'enquête. Sur les photos, les enquêteurs remarquent que le tout premier dossier de ce carton est celui de la station-service d'Antoine Némé. À l'intérieur, un document relativement étrange attire leur attention. Il n'a rien à voir avec la vente de cartes téléphoniques. Au verso, il est écrit « Prêt à Tony » et également agrafé le bordereau d'un versement bancaire rempli à la main par Dennis. Il a effectué un dépôt de 5 700 $ en liquide, directement sur le compte bancaire d'Antoine Némé. Un petit pense-bête est collé à côté. Il est difficile à déchiffrer. Deux sommes sont inscrites, 11 000 $ et 12 000 $. Les deux portent la mention en liquide, mais le reste est illisible. Dennis écrit très mal. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à déchiffrer toutes ces annotations et ainsi mieux comprendre de quoi il s'agit. Il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui peut être en mesure de le faire, sa belle-fille. J'arrive à comprendre tout ce qu'il a noté dans son livre de comptes. Qu'a-t-il écrit sur le pense-bête? Que l'argent ne lui a pas été remboursé. Tout est clair désormais. Antoine Némé a pour habitude de contacter des entrepreneurs et de leur proposer de faire affaire avec lui, à condition qu'ils avancent une certaine somme. Dennis Wood prête au total 28 700 $ à Antoine Némé. Il lui avance une grosse somme d'argent qu'Antoine Némé s'engage à lui rembourser. Mais il ne respecte pas son engagement. Dennis commence à s'impatienter. Il finit sûrement par lui dire qu'il ira porter plainte s'il ne le rembourse pas. Ce sont tous les deux des hommes intelligents. Mais Antoine Némé est du genre autoritaire, très sûr de lui, et malhonnête. Il appelle donc Alex Bracamonte et lui demande de s'occuper de Dennis. De son vivant, Dennis se confie beaucoup à sa belle-fille. Il lui parle notamment de ses activités professionnelles, mais sans entrer dans les détails. Dans un document que son fils Bruce a retrouvé chez lui et qu'il nous a transmis au début de l'enquête en 2004, souvenez-vous qu'il mentionne vaguement un ami à qui il a prêté 28 500 $. Ça correspond à peu de choses près à la somme qu'il a avancée à Antoine Némé. À mon avis, l'ami en question, c'est Antoine Némé. Tout porte à croire qu'il a manipulé Dennis en lui faisant miroiter un investissement. Dennis a tout de même prêté une grosse somme à un homme qu'il connaît à peine, dans l'espoir de quadrupler sa mise. Les enquêteurs se rendent alors compte que le lien entre Dennis et Antoine est d'ordre financier, et pas des moindres. Ils retournent tout de suite interroger Alex Bracamonte. Il est en prison pour le meurtre de Jesse à Los Angeles, mais n'a jamais été interrogé pour celui de Dennis.
Vous faisiez quoi pour Antoine Némé? Je gérais la station-service. Vous avez déclaré que c'était un escroc. Je confirme. Il arrivait toujours à arnaquer 2 ou 3 personnes en même temps. Il a réussi à grappiller 1 million par-ci, 1 million par-là. Je vois. Vous reconnaissez cet homme? Je crois. Oui, il me semble l'avoir déjà croisé. D'accord. Une fois. Plusieurs années se sont écoulées depuis le meurtre de Dennis. Mais sans le témoignage d'Alex Bracamonte, on n'a pas d'argument à charge contre Antoine Némé. Et contre toute attente, Alex avoue être l'auteur du meurtre. Il donne des détails que seul le meurtrier peut connaître. C'est lui qui m'a conduit là-bas. Qui? Raoul. D'accord. Il n'a pas eu le choix. Qui a monté le coup? Antoine. Dennis Wood a été assassiné par Alex Bracamonte et Antoine Némé, parce que ce dernier ne voulait pas lui rendre son argent. Antoine a donné son pistolet de calibre 22 à Alex, qu'il a ensuite dissimulé dans un petit carton. Et ensuite? J'ai frappé à sa porte en me faisant passer pour un livreur. Il m'a fait entrer. Vous êtes allé jusque dans le salon? Non, j'ai fait un pas et j'ai refermé la porte derrière moi. Dennis hausse le ton et là, J'ai tiré. 1 balle dans sa poitrine et 2 dans sa tête. voilà comment s'est déroulé le meurtre de Dennis. On l'a repéré. On va pas le lâcher. Antoine Némé est au volant de sa voiture. Une patrouille l'arrête. Soyez prudent, on ne sait jamais. Monsieur Némé, Oui. sortez du véhicule. Ouvrez la portière. Enlevez votre ceinture. La portière est ouverte. Sortez. Le conducteur descend. Mettez-vous face au véhicule. Monsieur Némé, Oui. mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît. Pourquoi? Vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Pour meurtre? Oui. Alors là, Antoine Némé est donc arrêté. c'est à quel sujet au juste? On vous arrête pour meurtre. Ah bon? Mais de qui? Quand j'apprends qui est le coupable et que ce n'était qu'une histoire de business, je suis sous le choc. Je peux appeler ma femme au moins? Oui, mais une fois que vous serez au poste. En 20 ans de carrière, c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai encore jamais eu à négocier avec un assassin pour qu'il accepte de témoigner contre son complice, qui dans ce cas précis est le cerveau de l'opération. Mais étant donné la brutalité du meurtre, on estime que cette négociation est pertinente. Sans les affaires juteuses d'Antoine Némé, Dennis Wood aurait eu de longues années devant lui et serait peut-être même encore en vie aujourd'hui. Alex Bracamonte plaide coupable pour meurtre et négocie une peine de 15 ans de prison en échange de son témoignage. Ne répondez que par oui ou non à mes questions. Le meurtre de qui? Laissez-moi vous énoncer vos droits et dites-moi si oui ou non vous comprenez. On ne voit que de la colère dans ses yeux. Aucun remords. Cet homme, c'est l'incarnation du mal. On l'interroge. Vous êtes déjà retourné dans le comté de Ventura? Pas depuis 2003. C'est l'année où j'ai vendu mon entreprise. C'était quoi? Une station-service. D'accord. Antoine Némé ment tout au long de son interrogatoire. Et dans cette station-service, est-ce que vous vendiez des téléphones portables Non, pas du tout. et des cartes téléphoniques? Non plus. Il affirme d'abord ne pas connaître Dennis Wood. Et une fois mis devant le fait accompli, il admet qu'il a déjà fait affaire avec lui pour lui acheter des cartes téléphoniques. En dehors de ces cartes prépayées, est-ce que vous avez fait d'autres affaires avec lui? Non, aucune, ça s'arrête là. Vous a-t-il emprunté de l'argent? Non, jamais. Vous en a-t-il prêté alors? À moi, sûrement pas. Si j'ai besoin d'un crédit, je demande à ma banque. Ils connaissent mon chiffre d'affaires. D'accord. Il ment comme il respire. Vous ne le reconnaissez pas? Vous ne l'avez jamais vu? Jamais. C'est l'homme à qui vous avez acheté vos cartes téléphoniques prépayées pourtant. Ah bon? Oui, c'est Dennis Wood. Ah oui, Dennis. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, oui, je m'en souviens.
J'ai ici un bordereau de versement bancaire. L'enquêteur lui montre la preuve que Dennis lui a versé une somme en liquide. Vous avez perçu 5 700 $. Cette somme a été déposée en liquide directement sur votre compte bancaire personnel. Antoine Némé prétend alors avoir mal compris la question et reconnaît avoir effectivement emprunté de l'argent à Dennis. Je me souviens qu'un soir, j'ai appelé Dennis. Ma famille était rentrée au pays et je me suis retrouvé à court d'argent. J'ai demandé à Dennis de m'emprunter en attendant. Il affirme qu'à cette période-là, sa famille est rentrée au Liban. Sauf qu'au moment du meurtre, sa femme et ses enfants ne sont pas en voyage, mais bien aux États-Unis. Vous m'avez dit tout à l'heure que si vous aviez besoin d'un crédit, vous demanderiez à votre banque. Et à présent, vous affirmez le contraire. Je lui ai demandé un petit prêt. Ça n'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai mal compris. Ma question était très claire pourtant. Très bien. Et donc, vous dites l'avoir remboursé? Oui, 45 jours après. 45 jours après son versement du 31 mars? Oui. Je ne vous crois pas. Ah bon? Parce que le 16 avril, on l'a retrouvé mort. Je vais quand même pas tuer quelqu'un pour 5 700 $. C'est plus que ça. Vous avez des preuves? Je vous arrête pour le meurtre de Dennis Wood. Moi? Cet interrogatoire, c'est la cerise sur le gâteau. Ça prouve non seulement qu'il est intelligent, mais qu'il est sournois. Même devant le fait accompli, il ment délibérément, dans l'espoir de se dédouaner. Vous l'arrêtez? Oui. Je suis soulagé qu'il soit enfin condamné. Ça m'émeut beaucoup. J'aurais aimé que mon père soit là pour entendre le verdict. Bravo aux enquêteurs. Ce sont des héros. On avait perdu tout espoir. Heureusement qu'il y a des gens bien comme eux qui travaillent sans relâche pour nous apporter des réponses. Dennis Wood avait 71 ans. Il était au bord de la ruine et venait de perdre sa femme. Il était désespéré. Quand on est sans espoir, on est à même de faire des choses qui ne nous ressemblent pas. C'est dans la nature humaine. Il a voulu préserver à tout prix le peu de choses qui lui restaient dans la vie. Et comme trouver du travail à 70 ans, c'est quasi impossible, il était prêt à tout. Je suis convaincu qu'il a vu la proposition d'Antoine Némé comme un filet de sécurité. Antoine Némé s'est servi de lui sans difficulté. C'était une proie facile pour un escroc. Il y a tout de même une ironie du sort dans cette histoire. Sans les lésions cérébrales, Dennis n'aurait jamais fait affaire avec un inconnu. Et il n'aurait jamais été assassiné. Mais sans ces lésions cérébrales, il n'aurait pas eu besoin de prendre autant de notes. Et son meurtre n'aurait jamais été élucidé. Antoine Némé est une mauvaise personne. Monsieur Némé a vraisemblablement trempé dans plein d'affaires un peu partout. Si ça se trouve, il est impliqué dans tout un tas d'activités dont nous n'avons pas encore connaissance. Qui sait? Je me demande s'il s'est arrêté à ces 2 meurtres ou s'il en a orchestré d'autres. Dennis était peut-être le premier d'une longue liste. Dans le fond, on n'en sait rien.